Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle je vous propose une correction expliquée, commentée du challenge du jour. Ces challenges et tous les autres entraînements que vous pouvez faire afin de vous préparer au mieux à l'épreuve écrite de français du CRPE, vous les retrouverez sur mon groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. N'hésitez pas à y venir pour vous entraîner. Vous y trouverez de nombreuses ressources gratuites pour vous entraîner au français. Alors aujourd'hui, je vous avais proposé un challenge du jour de lexique. Le lexique, c'est la partie 2 de l'épreuve écrite de votre CRPE. La partie 2, c'est celle qui rapporte le moins de points. Pour autant, c'est quand même dommage de passer à côté. La partie 2 rapporte en principe 3 points. La partie 1, c'est l'étude de la langue. La partie 3, c'est un raisonnement rédigé. La partie 2, on va vous poser quelques questions de lexique et notamment des procédés d'écriture. On dit aussi les procédés littéraires, ça désigne la même chose. En gros, on vous donne un texte de départ, à partir duquel on va vous poser des questions, évidemment, et dans l'une de ces questions, il y a toujours dans le lexique une question où on vous demande d'analyser, d'identifier, d'interpréter les procédés d'écriture du texte afin de éclairer le sens du titre ou afin de expliquer le message de l'auteur ou afin de comprendre, interpréter ce que nous dit l'écrivain, etc. Donc en fait, on va vous demander de relever des procédés puis de les interpréter. Quand on parle de procédés d'écriture en français, on parle de toutes les techniques, de tous les outils grammaticaux finalement à la disposition d'un auteur pour transmettre une idée, un message, une émotion. Dans les procédés d'écriture que l'on attend d'un candidat du CRPE, ce sont les mêmes que pour un élève de 3e qui passe son brevet, car c'est le niveau que l'on attend d'un candidat au CRPE. Ce qu'on attend d'un élève de 3e pour son brevet en termes de procédés d'écriture, ce sont notamment les figures de style, les champs lexicaux. Les figures de style, je vais vous indiquer après la correction, après cette capsule, je vais vous indiquer les sites internet où vous rendre pour non seulement réviser les figures de style et vous y entraîner. Alors, le poème que j'avais mis, c'est un poème de Paul Verlaine. Si vous voulez y jeter un œil avant de commencer ce challenge, enfin avant d'écouter ma correction plutôt, mettez pause sur la vidéo, lisez ce poème et essayez d'identifier tous les procédés d'écriture qui permettent de justifier le titre de ce texte, donc l'angoisse. Je pars du principe donc que vous avez lu au moins une fois ce poème, que vous y avez un petit peu réfléchi, et je vous propose de faire strophe par strophe le relevé des procédés, leur interprétation. Dans la première strophe, nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Alors, on se rend compte de quoi dans ce passage? On se rend compte que l'auteur utilise une personnification de la nature parce que, alors on est au début du vers, on a une majuscule à nature, c'est normal, c'est le début du vers, mais on peut imaginer que la majuscule aurait été conservée si le mot avait été placé au milieu d'un vers par exemple. Et surtout parce que le poète tutoie la nature, comme s'il s'agissait d'une personne à part entière, d'un individu. C'est ce que l'on appelle une personnification. On remarque aussi dans ce texte, dans cette première strophe, des répétitions de l'adverbe de négation ni, ici. La figure de style, on pourrait parler d'une anaphore. Une anaphore, c'est la répétition en tête de phrase ou en tête de groupe de mots d'un même terme ou d'un ensemble de termes, ici en l'occurrence un adverbe de négation. Et puis enfin, on constate une troisième figure de style, c'est une énumération. Ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le poète rejette tout ce qui fait à la fois la beauté, mais aussi les clichés de la nature, tous ces clichés qui inspirent les poètes, notamment romantiques. Les couchers de soleil, l'aube, les champs nourriciers. Voilà, en fait, ici, Verlaine va rejeter ce qui constitue le motif poétique, l'inspiration principale des poètes romantiques, à savoir la nature. D'où les négations et la personnification de la nature et cet enchaînement de termes qui montrent que Verlaine, lui, ne veut pas s'inspirer de tous ces clichés de la poésie romantique. La deuxième strophe, je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des chants, des vers, des temples grecs et des tours en spirale, qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales, et je vois du même œil les bons et les méchants.
Une fois de plus, on retrouve une énumération, donc on est dans le prolongement de la pensée, de la réflexion du poète et de sa position dans la strophe 1. Non seulement le poète va rejeter tous les clichés de la poésie romantique, tous les clichés de cette nature romantique, mais également tout ce qui constitue les autres motifs d'inspiration des poètes. L'art, l'humanité, la musique. Alors les temples grecs, c'est plutôt une référence à la mythologie. Les vers, c'est la poésie. Donc en fait, on voit que Paul Verlaine rejette tout ce qui fait en fait le cœur d'un poème. On remarque également une antithèse, et je vois du même œil les bons et les méchants. Bons, méchants. Antithèse, je vais vous montrer après, comme je vous l'ai dit, des sites internet où vous allez pouvoir réviser toutes ces figures de style. Ici, cette figure de style, cette antithèse montre que si Paul Verlaine perd toute inspiration poétique, si plus rien ne l'inspire poétiquement parlant, même sa morale en est renversée, même sa morale est bouleversée et finalement, il n'a plus le sens et du bien et du mal, il considère les bons et les méchants comme un tout, il ne fait plus de distinction morale entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est donc également un rejet de la poésie, de tout ce qui fait la poésie, mais également un rejet de la morale. Les deux derniers tercets, on va les considérer ensemble, c'est souvent comme ça que ça se passe dans un sonnet, les deux tercets sont considérés comme un tout. Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues, jouées du flux et du reflux, mon âme pour d'affreux naufrages appareille. Alors ici, on se rend compte qu'on a une forte présence de la première personne du singulier avec des verbes au présent. C'est un procédé que vous pouvez également relever. Je ne crois, j'abjure, je renie. Ici, la valeur de ce présent, elle pourrait avoir une valeur d'énonciation ou d'actualité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où le poète écrit ce poème, eh bien, il ne croit pas en Dieu, il abjure et il renie. C'est le moment de l'action, le présent d'énonciation, qui prouve que finalement ce poème, ce sonnet est une pensée, une réflexion de l'instantané, c'est-à-dire que ce qu'il écrit là, c'est ce qu'il pense au moment de l'écriture. On remarque encore une autre personnification, cette fois-ci avec l'amour. Ici, l'amour avec un grand A. C'est le A majuscule qui vous permet de parler d'une personnification. C'est très typique, c'est très attendu dans une poésie romantique. On personnifie la nature, on personnifie l'amour. L'amour, en principe, les poètes romantiques en souffrent. C'est exactement ce que Paul Verlaine nous dit ici. Je voudrais bien qu'on ne m'en parle plus. Ce qui est assez paradoxal et donc source d'angoisse dans ce poème pour Paul Verlaine, c'est que finalement, il rejette tout ce qui fait la poésie, mais lui-même applique les critères d'une poésie. Il écrit en alexandrin, en rime, sous la forme d'un sonnet, et même s'il dit qu'il rejette telle ou telle chose de la poésie romantique, il en parle. Dans toute la strophe 1, il consacre toute une strophe, je voulais dire, à la nature, strophe 1. Il consacre tout un vers à l'amour, même un vers et demi, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parle plus. Toutes ces choses qu'il rejette, l'art, l'humanité, la mythologie, il y consacre également toute une strophe, la strophe 2. Donc finalement, Paul Verlaine est surtout pris ici dans une sorte de contradiction. En même temps, il rejette et en même temps, il applique. Las de vivre, ayant peur de mourir, de nouveau, on a une antithèse. Ici, cette antithèse vient souligner la crise existentielle dans laquelle se trouve Paul Verlaine, l'angoisse de vivre et l'angoisse également de mourir. Il se compare avec une comparaison, il se compare à un brick perdu. Alors un brick, c'est un petit bateau à voile qui serait le jouet du flux et du reflux, donc on va dire brinque-ballé entre les vagues, à l'image finalement de ce qu'il pense. Il a à la fois et peur de vivre et peur de mourir. Il déteste tous les clichés romantiques et en même temps il écrit lui-même de la poésie. Ici, cette comparaison est finalement la représentation imagée mais concrète de la pensée paradoxale du poète. Et puis on termine sur une métaphore. Mon âme pour d'affreux naufrages apparaît. Alors là, la phrase, elle est retournée un peu dans tous les sens. En gros, il faut comprendre que son âme se prépare à d'affreux naufrages. Donc là, on termine sur une note extrêmement pessimiste, pleine d'angoisse, c'est-à-dire que sous cette métaphore, le poète laisse entendre
il sait qu'il va vers un échec. C'est ici donc l'échec artistique que suggère Paul Verlaine, et également l'échec de son existence, qui est donc transmise à travers ce poème dans lequel on peut sentir toute l'angoisse et artistique et existentielle du poète. Alors je termine rapidement en vous montrant sur internet où aller pour réviser vos figures, enfin vous entraîner aux figures de style. Je vous conseille une fois de plus le site Le Livre Scolaire, vous tapez le livre scolaire, figure de style, tapez bien 3e pour être certain évidemment de vous préparer au niveau qui est attendu pour le CRPE. Voilà, vous avez une leçon avec également des exercices tout en bas. Je vous conseille également comme exercice sur les figures de style, toujours niveau 3e, je vous conseille Afterclass, que j'aime bien aussi. Afterclass qui est intéressant parce qu'on va vous demander un petit peu de tout et ce sont des exercices auto-corrigés. Donc il suffit de cliquer après sur le bouton, vous cliquez puis on vous donne la réponse. Voilà. Je vous conseille aussi salle34.net. Je conseille souvent les mêmes ressources, mais quand elles sont pertinentes et intéressantes, il ne faut pas s'en priver. Voilà, vous avez énormément d'exercices là-dessus. Il faut un peu fouiller, c'est un peu le bazar, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ce site, mais il est très intéressant. Vous êtes surtout sur du niveau brevet. Vous pouvez cliquer ici sur brevet. Et puis, ce sont des exercices qui se corrigent tout seuls. Donc, vous avez une leçon avant les exercices pour appliquer tout cela. Voilà, je le recommande également. Et puis, soyez curieux, allez faire un petit tour sur Google aussi. Je ne vous conseille pas Français Facile. C'est un site fait par monsieur et madame tout le monde, non pas par des enseignants. Ça n'est jamais vérifié, c'est plutôt approximatif, ça peut parfois dépanner, mais je vous conseille plutôt de prendre d'autres sites. Celui-ci, Cartable avec un K, c'est très bien aussi. Je crois qu'il faut vous créer un compte pour avoir accès au contenu gratuit. Et voilà pour les quelques ressources. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon courage à tous dans vos révisions.